Au programme aujourd'hui, le bilan de la journée. Forte explosion au Tatarstan russe, frappe à Oust-Louga. Encore, anniversaire de la libération de Boutcha, Hostomel et Irpin. Une menace pour Poutine. Révélation sur la coopération hungaro-russe. Crise sur le marché russe des carburants. Et bien plus encore. Bonjour, je suis Volodymyr Rabtchoun, voici l'Ukraine aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez la vidéo et passons aux nouvelles. Une forte explosion a retenti au Tatarstan russe. On signale une frappe sur le site du complexe de Nijnekamsk-Neftekhim. C'est le plus grand centre pétrochimique de la Fédération de Russie. On attend les détails. On dirait que ça devient une habitude. Frappe ukrainienne sur les terminaux d'Oust-Louga et Primorsk. Nouvelle frappe là-bas. Radio Svoboda a montré des images satellites de ces incendies majeurs. Des explosions ont eu lieu à Taganrog, Togliatti et en zones occupées. Plus de détails sur ces frappes ukrainiennes dans ce reportage. Le territoire russe est à nouveau en pleine effervescence. On entend le bruit de quelque chose qui vole. Alors, où est-ce que ça vole? J'ai bien placé la caméra, purée. Regardez-moi ça, une explosion, vous savez, genre nucléaire, ça va être un truc de dingue. Le ministère de l'agression russe a fièrement rapporté, comme d'habitude, au cours de la nuit, plus de 102 drones ukrainiens auraient été abattus dans 9 régions russes, ainsi qu'au-dessus de la mer d'Azov et de la Crimée temporairement occupée. Le nombre réel est inconnu, mais le fait est que certains sont passés. Krasnodar a notamment été touché. L'un des drones a percuté un immeuble d'habitation de plusieurs étages. Les autorités locales ont fait état de 3 blessés. La région de Rostov n'a pas dormi non plus. Le chef de la région a annoncé une attaque de plus de 60 drones. Taganrog a été frappé, des maisons ont pris feu suite à la chute de débris. Et une fois de plus, c'est la faute de la défense aérienne russe. La défense anti-aérienne russe a opéré juste au-dessus des habitations. Leur prétendue interception a été filmée par les habitants. Dans la région de Samara, la défense n'a pas fonctionné ou s'est avérée inutile. Résultat, les maisons de Togliatti n'ont pas été touchées, ce qu'on ne peut pas dire de l'usine chimique Kuibychev Azot, qui avait déjà fait l'objet d'une attaque le 11 mars dernier. L'entreprise fait partie des 10 plus grandes du secteur de l'azote en Russie. Et là, encore un coup manqué. Derrière la maison, il y a plus de fumée. Les frappes quotidiennes sur les villes russes forcent les bureaucrates à se justifier devant les Russes. Sur les chaînes fédérales, les sbires du Kremlin continuent d'assurer que la défense aérienne russe est la meilleure au monde. Mais maintenant, un nouvel argumentaire a été ajouté. Il s'avère que les frappes ne sont pas effrayantes et sont même une bonne chose pour les Russes. Je le déclare de manière responsable, nous avons la meilleure défense aérienne au monde et une meilleure défense aérienne. Personne d'autre n'en a. Elle n'existe pas aujourd'hui. Et le fait que parfois un drone arrive à voler quelque part assez profondément, c'est d'un côté même une bonne chose, car nous acquérons de l'expérience pour repousser des raids massifs. Mais même les soi-disant blogueurs militaires ont cessé de croire les bureaucrates russes. Et en voyant comment les drones incendient le port d'Oust-Louga depuis plusieurs jours, ils ont partagé une terrible intuition. À la lumière de tous ces événements, il n'y a que 2 hypothèses. Si soudainement, quand les missiles nucléaires ennemis voleront vers nous, la défense aérienne quittera le chat de la même manière. Une riposte efficace pourrait ne pas avoir lieu, car il se pourrait bien que l'état réel des forces de missiles stratégiques corresponde à toutes les autres structures du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, c'est-à-dire se limiter exclusivement à de beaux rapports. Mais nous n'aurons plus le temps de le savoir. À propos d'Oust-Louga, ce port pétrolier continue de subir les frappes des drones ukrainiens. Cela fait presque une semaine qu'il y fait constamment chaud. Et le président ukrainien ne le cache pas. Les attaques sur Oust-Louga sont une réponse aux frappes sur l'énergie ukrainienne. Et Kiev était même prêt à cesser ses ripostes. Pour cela, il suffit que Moscou cesse ses propres attaques contre le secteur énergétique ukrainien.
nous ne nous contentons pas de frapper, nous répondons. Pourquoi est-ce que je le rappelle ? Récemment, après la crise énergétique mondiale, nous avons reçu des signaux de certains de nos partenaires sur la manière de réduire nos ripostes contre le secteur énergétique pétrolier de la Fédération de Russie. Si la Russie est prête à ne pas frapper l'énergie ukrainienne, nous ne répondrons pas sur leur énergie. Eh bien, tant que le Kremlin hésite, le territoire russe continuera de subir l'agitation et de perdre de l'argent. D'ailleurs, les drones et missiles ukrainiens ne seront guère contrariés s'il faut continuer le travail. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 970 occupants, morts et blessés compris. Ainsi, depuis le début de l'invasion totale, on compte déjà 1 297 670 envahisseurs. De plus, ces dernières 24 heures, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 2 chars russes, 7 blindés de combat, 61 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres matériels militaires ennemis. Globalement, en mars, l'armée russe a subi des pertes records. Mais les occupants ne sont pas seulement éliminés par les forces de défense ukrainiennes. L'infanterie ennemie a de plus en plus souvent recours à l'autoliquidation. Tous les détails dans ce reportage. Le premier mois du printemps a apporté à l'armée russe un nouvel anti-record. En mars, on enregistre un taux de perte élevé pour l'armée de Russie. Outre les éliminations par les militaires ukrainiens au front, des preuves vidéo arrivent chaque jour montrant l'infanterie russe recourir à l'autodestruction. Pour l'année 2026, c'est un chiffre assez élevé. Il n'est pas élevé comparé à 2025, car cette année-là, nous avons vu des chiffres d'occupants russes éliminés atteignant 40 ou 41 000. Par exemple, en mars 2025, c'était 41 160 hommes et en décembre, 35 000. Mais néanmoins, comme point de départ pour le début de 2026, plus de 30 000 de pertes humaines chez les occupants russes au 3e mois. C'est un chiffre assez élevé. Le plus souvent, cela arrive après des blessures infligées par des attaques de drones ou lors d'un encerclement total par des drones ukrainiens. C'est ce que rapporte le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov. Selon lui, ce comportement découle des décisions prises par la direction politico-militaire du Kremlin. En particulier, la propagande russe assure que la situation est sous contrôle et qu'il domine. Pourtant, la réalité sur le champ de bataille est bien différente. Le nombre de suicides dans les troupes russes ne fait qu'augmenter. Et il ne s'agit pas seulement de suicides à l'arrière, mais d'un grand nombre de suicides vérifiés qui dépassent déjà les 450. Seulement ceux vérifiés, c'est-à-dire capturés en photo ou en vidéo. Si l'on parle des cas non vérifiés, même les groupes de surveillance, les experts OSINT, admettent que ce chiffre pourrait être 5 fois plus élevé par rapport au nombre de faits vérifiés. C'est donc un taux très élevé, environ 1 fois par jour ou tous les 2 jours. Un drone ou un autre finit par filmer un suicide. De plus, selon le ministre, le commandement russe interdit de fait aux soldats de se rendre, prônant l'idée qu'il vaut mieux mourir tout de suite. Pendant ce temps, les pertes de l'armée russe continuent de grimper en flèche. Le mois de mars pourrait être record en termes de Russes éliminés. La dynamique des frappes montre que, grâce aux forces de défense ukrainiennes, les pertes ennemies dépasseront les 30 000 blessés graves et tués. Le ministère ukrainien de la Défense a également fait une annonce intéressante. Atteindre le seuil des 50 000 pertes par mois pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'armée russe. Le ministère a laissé entendre que d'autres mesures pourraient être prises pour accentuer cette tendance. L'armée ukrainienne a également recours à des méthodes plus créatives pour éliminer l'ennemi. L'Ukraine envoie aux occupants sur le front des semelles piégées sous couvert d'aide humanitaire. C'est ce que rapporte le magazine Forbes. Des agents des services secrets ukrainiens auraient glissé des semelles explosives dans des cargaisons destinées aux unités russes, transportées par des volontaires et des organisations caritatives russes, ce qui permettait de les faire passer pour de l'aide humanitaire ordinaire. Chaque semelle contenait 1,5 gramme de TNT. Une charge aussi infime ne détruira ni véhicule ni bunker, mais à bout portant, elle peut infliger de graves blessures aux pieds. Les premières livraisons ont eu lieu début mars et pourraient s'élever à des dizaines de milliers d'unités. Toutefois, le stratagème n'aurait été que partiellement découvert suite à l'erreur de l'un des participants.
Les agents ukrainiens ont utilisé au moins un intermédiaire à son insu, ce qui signifie que cette personne ignorait probablement la nature réelle du chargement. Cette erreur, selon Militarny, a aidé le FSB à identifier l'un des lots de la cargaison. Du côté des troupes russes, ces derniers temps, le nombre de morts, le nombre de 200, augmente de façon constante et systématique. À la fin de l'année 25 et au début de l'année 26, ce chiffre représentait environ 60 à 65% des pertes mensuelles totales. En d'autres termes, les Russes perdent de plus en plus d'effectifs tués plutôt que blessés, bien que dans l'ensemble, le ratio moyen dans un contexte historique des pertes entre tués et blessés est précisément de 1 pour 3. Un mort pour 3 blessés en moyenne. Le président ukrainien a également fait des déclarations intéressantes sur les pertes russes. Selon le chef de l'État, le ratio actuel des pertes entre militaires ukrainiens et russes est d'environ 1 pour 8, en faveur de l'Ukraine. Zelensky a souligné qu'au début de la guerre totale, ce ratio était bien plus faible, environ 1 pour 3. C'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et la partager. Faites-le dès maintenant, s'il vous plaît. Merci et gloire à l'Ukraine. Aujourd'hui marque l'anniversaire de la libération de Boutcha, Hostomel et Irpin. Après la désoccupation de ces villes, le monde a découvert l'ampleur des atrocités russes. Des civils, adultes et enfants, sauvagement assassinés dans les rues, torturés dans des caves. Le monde entier a vu le vrai visage de la Russie de Poutine. Les drones du général Tcherechnia du 225e régiment d'assaut séparé ont libéré 2 prisonniers de guerre ukrainiens des mains des occupants. Le garde n'a pas eu le temps de se cacher derrière ses otages. Il a été neutralisé par les opérateurs de drones FPV. Cela a permis aux soldats ukrainiens de s'échapper. Une défense aérienne privée est active en Ukraine. La défense annonce les premières cibles abattues. Une entreprise a déjà intercepté plusieurs drones ennemis dans la région de Kharkiv. 13 autres entreprises forment actuellement leurs propres unités de défense aérienne. Il s'agit d'un programme d'État où les entreprises gèrent des groupes de défense pour protéger leurs infrastructures, mais elles agissent en totale coordination avec l'armée. Voici des images d'un drone intercepteur dans le ciel ukrainien. Il s'agit du drone Sting. Il rattrape un Shahed russe et le détruit. Pour rappel, le Sting est conçu par l'entreprise ukrainienne Wild Hornets. À Kiev, un réseau d'agents russes planifiant l'assassinat de commandants ukrainiens et de personnalités publiques a été démantelé. C'est ce qu'ont rapporté les représentants du bureau du procureur général. La coordination était assurée par un agent du GRU. 4 personnes ont été recrutées pour ces missions. Ils ont été arrêtés alors qu'ils préparaient un attentat contre un commandant de volontaires. Les coupables risquent de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Toujours sur le thème des saboteurs, un enregistrement audio entre Lavrov et Szijjártó a été rendu public. Le ministre hongrois y informe son homologue russe des efforts pour lever les sanctions de l'UE contre la sœur d'Alisher Ousmanov. Ce dialogue a eu lieu en 2024. Les restrictions ont été levées plus tard. Szijjártó a accusé des services étrangers d'écoute, mais n'a pas nié que la Hongrie défendait les intérêts russes. Rappelons que des enquêteurs ont révélé que Péter Szijjártó fuyait régulièrement des infos confidentielles de l'UE à Sergueï Lavrov. Pendant ce temps, la Russie a trouvé les coupables de ses problèmes internes. Et ce n'est curieusement pas Poutine ni ses alliés. On prétend que des ennemis du dictateur parmi l'élite politique sont derrière les manifestations. Et cela pourrait même mener à une tentative d'assassinat. Les détails à suivre. En Russie, des manifestations contre le blocage d'Internet ont eu lieu, réprimées par les sbires de Poutine avant même de commencer. On est venu se promener et que dire, toute la place Bolotnaya est bouclée, tout est bloqué. Des agents de la garde nationale sont sur le pont et fouillent les gens avec de gros sacs. Les plus grandes villes russes ont été placées sous haute surveillance, tout rassemblement étant vu comme une menace potentielle. Le simple fait de se rendre sur une place publique devenait déjà un motif d'arrestation. L'administration de Saint-Pétersbourg a flippé et a même installé des barricades ici. Et là-bas, il y a encore des hommes en uniforme. Mais ni les arrestations préventives, ni les places bouclées, ni la pression policière n'ont arrêté ceux qui ont tout de même osé sortir. Salut les amis. Arrêtez, je suis actuellement au poste de police. Il n'explique pas encore pourquoi. On est sorti du bâtiment du ministère, avec Katia, une bénévole. Ils nous ont abordés en pleine rue. Suivez-nous. On y est allé. Ils ont pris une déposition concernant, l'affichage de tracts.
Au moins 18 personnes ont été arrêtées en Russie lors de manifestations non autorisées contre le blocage d'Internet. À Moscou, le rassemblement interdit par les autorités, soi-disant pour raisons sanitaires, devait se tenir sur la place Bolotnaya. Mais le jour J, les abords de la place ont été transformés en véritable zone de contrôle. Les forces de l'ordre ont bouclé le secteur, contrôlant les passants au hasard, fouillant les sacs et filmant les visages. De plus, l'espace urbain lui-même avait été préparé à l'avance. Les services municipaux ont repeint les bancs du square voisin, empêchant quiconque de s'y attarder. Toute tentative de s'arrêter ou de se regrouper attirait immédiatement l'attention de la police. Le pouvoir a étouffé la contestation dans l'œuf. Les sbires de Poutine n'ont pas seulement interdit les défilés, ils l'ont fait de manière très ostentatoire. Même là où les permis avaient été accordés, ils ont été annulés au dernier moment pour des motifs futiles, menaces de drones ou événements imprévus, comme des cours de roller improvisés. En parallèle, le ministère a prévenu des risques de poursuites administratives et pénales. Aucune demande n'a été acceptée et ils ont déployé tant de force qu'ils arrêtaient pratiquement tous ceux qui se présentaient. Pour qu'une action réussisse, il faut que les gens puissent au moins se rassembler. La police a empêché les gens de sortir dans toutes les régions et de se voir. Des arrestations ont eu lieu dans d'autres villes, à Saint-Pétersbourg, Voronej, Kaluga, Novosibirsk, où les places et les parcs prévus pour les actions ont aussi été bouclés à l'avance. Et des renforts de police et d'aumônes étaient postés sur place. Il y a eu une tentative d'organiser des actions de masse dans toute la Russie. Le mécontentement est tel que, malgré les restrictions et les interdits, les gens essaient de protester contre ce qui leur déplaît. Ce n'est pas juste que ça déplaît, c'est qu'il semble qu'aujourd'hui, voter contre le blocage d'Internet est plus... voter, sortir est plus ou moins... pas forcément sûr, mais on peut au moins essayer. Car depuis près de 2 ans, on n'avait même pas vu de tentative de rassemblement de masse. Apparemment, priver les Russes de leur service préféré n'a pas suffi au Kremlin. Et maintenant, il ne s'agit plus seulement de blocage, mais d'un véritable système de sanctions. En Russie, on discute de l'introduction d'amendes pour le refus d'utiliser la messagerie nationale MAX. La fourchette d'amende envisagée semble extrêmement sévère, allant de 50 000 à 3 millions de roubles selon les circonstances et la nature du refus d'utiliser le service. On espère que nous introduirons des amendes pour tous à partir du 7 septembre de cette année. Nous visons une date à partir de laquelle tous les Russes commenceront à être tenus responsables des actions dirigées contre Max, a déclaré l'interlocuteur de la chaîne, écrit la tabatière du Kremlin. Mais il semble que ces rassemblements, apparemment inoffensifs au premier abord, pourraient marquer la fin de l'empire de Poutine. Comme l'écrit la chaîne Telegram La Tabatière du Kremlin, selon une source haut placée au sein de l'administration présidentielle, derrière les tentatives d'organiser des manifestations se cachent non seulement des militants et des citoyens mécontents, mais aussi des représentants des élites russes elles-mêmes, que le Kremlin qualifie de plus en plus d'ennemis internes du système. Nous sommes au courant des projets de manifestations sérieuses qui pourraient poser problème à nos forces de l'ordre. C'est pourquoi nous coupons tout à la racine. Pour l'instant, ça fonctionne. Et les organisateurs de ces villes manifestations vont maintenant défendre Internet, puis exiger la fin rapide de l'opération militaire spéciale. Et après, je n'exclus pas qu'ils organisent un attentat contre Vladimir Vladimirovitch. Je suis sûr que c'est déjà en préparation. Plusieurs mois dangereux et décisifs pour le destin de la Russie nous attendent. Nous comprenons tous les défis et nous nous préparons à réagir pour éviter le pire, a déclaré l'interlocuteur de la chaîne, écrit la tabatière du Kremlin. La tension en Russie ne fait que monter. Et à chaque nouvelle étape, il devient de plus en plus évident qu'il ne s'agit plus seulement de manifestations contre les blocages d'Internet, mais d'un processus bien plus profond. Et la façon dont réagit depuis des années, ce système bien rodé montre seulement plus clairement que derrière la rhétorique musclée se cache la peur et la volonté de garder le pouvoir à tout prix. L'Ukraine et la Bulgarie ont signé un accord de coopération en matière de sécurité pour une durée de 10 ans. Le président Zelensky a annoncé qu'en plus du maintien du soutien militaire, il y aurait une production conjointe d'armes, y compris des drones. L'accord prévoit également le déminage de la mer Noire. De plus, la Bulgarie rejoint l'initiative de défense antimissiles.
Il s'agit de fournir à l'Ukraine des armements américains essentiels avec des fonds européens. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, est arrivée à Kiev. Elle est accompagnée de plusieurs ministres des États membres de l'UE. Les membres de la délégation devraient discuter avec les représentants ukrainiens du processus d'octroi à notre pays d'un prêt de 90 milliards d'euros. Je rappelle qu'actuellement, cette décision est bloquée par la Hongrie. Par ailleurs, parmi les sujets d'actualité figure le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Et je suppose aussi que les parties pourraient discuter de coopération dans le domaine de la défense. Je comprends que, je rappelle que Mme Kallas et plusieurs ministres de l'UE, oui, pas seulement Mme Kallas, dans l'ensemble, je n'exclus pas que ces 90 milliards puissent passer de prêt à un paiement anticipé. Alors les efforts d'Orban visant à aggraver la situation en Ukraine seront réduits à néant. Pour finir, la crise sur le marché russe des carburants. C'est allé si loin que le Kremlin a interdit d'urgence l'exportation d'essence. La cause, des problèmes logistiques, des infrastructures endommagées et un risque de pénurie sur le marché intérieur. Et ce, dans un pays qui s'enrichit grâce aux ressources énergétiques. Au bord du gouffre, la Russie de Poutine se rapproche de la crise. Le Kremlin impose officiellement une interdiction totale d'exportation d'essence pour tous les acteurs du marché. Tout cela est le résultat du travail. Les restrictions entrent en vigueur le 1er avril et dureront au moins 4 mois. Ce sera plus tranquille, la vie sera moins chère et on pourra créer de meilleures conditions pour le développement de l'économie. Cette décision a été prise après une réunion d'urgence des représentants du secteur pétrolier, où ils ont officiellement confirmé une pénurie critique de carburant dans le pays. L'objectif principal des restrictions est de protéger les consommateurs locaux et de tenter de stopper la flambée des prix à la pompe. En fait, le secteur a admis qu'il ne pouvait pas honorer les contrats d'exportation et les besoins du marché intérieur face à la baisse de production. Avant la guerre totale de la Russie contre l'Ukraine, l'exportation de produits pétroliers, dont l'essence rapportait à la Russie 75 milliards de dollars par an, eh bien, comme on le voit, la Russie a récemment renoncé à plusieurs reprises à exporter de l'essence et des produits pétroliers, car il y a une pénurie physique et une impossibilité d'exporter totalement à cause des dommages causés aux infrastructures logistiques, aux capacités portuaires de la Russie pour l'expédition de ce carburant à l'étranger. L'interdiction d'exporter de l'essence fait suite à une série d'attaques de drones contre des raffineries, dont au moins 3 ont cessé de produire, dont 2 cette semaine. De plus, de nombreuses usines ne peuvent pas redémarrer à cause des sanctions sur les équipements occidentaux. La quantité d'essence en Russie a, disons, diminué et les capacités d'exportation se sont réduites. La Russie ne va pas dire qu'elle ne peut plus exporter autant d'essence qu'avant parce que l'Ukraine mène des frappes. En Russie, on essaie de ne pas admettre ce genre de choses. Alors officiellement, on dit, voilà, on interdit l'exportation d'essence car c'est justifié. La pénurie d'essence est une réalité et voilà, donc on exporte moins parce qu'on a interdit l'exportation. Au cours de l'année 2025, les forces de défense ukrainiennes ont mené plus de 140 attaques contre des raffineries et des dépôts pétroliers en Russie. Selon les estimations de l'agence Reuters, environ 40% des capacités d'exportation de pétrole de la Russie ont été arrêtées la semaine dernière, ce qui constitue la plus grave perturbation des livraisons d'or noir de l'histoire récente du pays de Poutine. C'est une confirmation indirecte que les frappes qui sont menées par les services spéciaux de l'Ukraine, appelons ainsi ceux qui font cela, ont un effet. Le pouvoir russe ne l'admet pas en parole, mais dans les faits, il interdit l'exportation d'essence, ce qui prouve précisément que les dommages existent et qu'ils sont importants. En d'autres termes, des milliards de dollars de recettes en devises sont menacés, car l'exportation d'essence est l'un des principaux postes de recettes budgétaires. Aujourd'hui, ces flux financiers stratégiques sont pratiquement coupés en raison de l'embargo mis en place. La Russie perd des revenus sur l'exportation de produits pétroliers qui, auparavant, pas autant que les ressources brutes, mais lui rapportaient aussi de l'argent. Les ressources, je veux dire le pétrole et le gaz, lui rapportaient aussi de l'argent. Il y aura donc ici aussi des pertes évidentes. Eh bien, 75 milliards de dollars, c'était avant la guerre totale. Mais pendant la guerre, la Russie vendait pour environ 47 à 49 jusqu'à 50 milliards de dollars par an de produits pétroliers.
Voilà donc le montant approximatif du manque à gagner si une telle interdiction se prolonge jusqu'à la fin de l'année. Le Kremlin sacrifie les revenus des géants pétroliers pour apaiser les petites entreprises et la population, afin d'éviter une crise du carburant dans un contexte de loi martiale et d'attaques contre les infrastructures. La pression sur les entreprises exercée par les autorités russes peut avoir un effet très négatif, les entreprises pouvant simplement dire qu'elles ferment, et cette tendance est également présente dans l'économie russe. Et si les entreprises ferment, s'il y a de moins en moins d'entreprises, l'assiette fiscale diminue, et ce sera peut-être encore pire pour le budget. C'est ce qu'on appelle l'accumulation de mauvaises nouvelles, la multiplication de situations où l'on ne trouve pas de bonnes réponses et où l'on est obligé de choisir sans cesse entre deux mots. Une interdiction d'exportation d'essence avait déjà été instaurée en Russie en août dernier, après que des attaques de drones ukrainiens eurent mis hors service environ 15% des capacités des raffineries, et elle avait été levée le 31 janvier. On s'attend à ce que si la situation du rétablissement des raffineries ne s'améliore pas prochainement, l'interdiction d'exportation puisse être prolongée au-delà de juillet 2026. L'économie ne supporte pas cette guerre. Et la Russie pourrait de plus en plus pencher vers le scénario de l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, où personne n'avait pris Berlin, où il n'y avait pas de combat sur le sol allemand, mais où l'Allemagne a capitulé, parce qu'il n'était plus possible d'assurer une vie économique normale dans le pays. Eh bien, la Russie est très proche de ce stade. La deuxième question est de savoir quand exactement elle sera dans cet état de crise. On dit déjà que ce sera cette année, mais vers la fin, voire au milieu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Force aux défenseurs et défenseuses ukrainiens. Gloire à l'Ukraine. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, commentez, partagez cette vidéo. Et à bientôt.